Allô? Oui, oui, je suis bien là. Oui. Bonjour. On attend encore un petit peu, c'est pas encore l'heure et ça va venir. Est-ce que vous voyez Est-ce que votre déjà micro... mon écran? Oui, parfait. Parfait, parfait. Je vais mettre un hop parce que je vous vois plus. Tac, accepter. Bonjour à tous. Bonjour, Bonjour, bonjour. vous Vous m'entendez? m'entendez? Très bien. On va attendre les minutes syndicales pour que tout le monde puisse nous rejoindre. Ok. Bon, en attendant, on va peut-être faire la présentation puisque que les autres arrivent. Donc, Aurore, vous travaillez dans quel domaine? J'entends pas. Bonjour, Bonjour. Bonjour. Rose Spedicato, Pedicato, je je suis suis responsable responsable du du développement développement de de France France Barter, Barter, qui est qui Ah, un est un réseau réseau d'échange d'échange inter-entreprises. inter-entreprises. j'avais Bah, pas je vous reconnu. connais, Bruno. Oui, oui, Vous j'avais pas m'avez pas reconnu. Non, reconnu. j'ai pas fait attention. Et donc, Max. InWin InWin est est un un membre membre du du réseau. réseau. Oui. Après, il y a. Est-ce que vous connaissez tous Business Canva ou c'est quelque chose de complètement nouveau pour les gens? Je Je connais. connais. Ouais. Je connais un petit peu aussi. Ouais. Vous avez déjà utilisé pour votre activité ou pour le faire? Ouais. En fait, je suis CTO d'une start-up qu'on essaie de lancer. Ah, bah vous êtes, oui, On est en plein dedans. en plein dedans. Ok. C'est un sujet intéressant. Bah, c'est souvent, on le fait. Parfois, on fait plutôt il y a le business model Canva et puis il y a le Lean Canva aussi qui permet de le faire, qui est pratiquement la même chose, à deux trois détails près, qui est plutôt lié au domaine des startups. Tout à fait.
Je sais pas ce que vous avez utilisé comme outil, mais on verra un outil tout à l'heure, donc moi que j'utilise pour pouvoir le faire. Ok. On est plutôt à l'ancienne Excel et Le mode collaboratif Excel. exactement. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec des outils maintenant. Vous allez voir les écrans. Ah, William. Bonjour. Bonjour. Donc, on va bientôt commencer. Donc, n'hésitez pas à interagir. Hein. Je préfère que ce soit, voilà, que vous puissiez poser vos questions au fur et à mesure, puisqu'on on va quand même développer tout le business model Canva. Donc, il y a un certain nombre de cases, comme aussi pour ceux qui connaissent. Donc, on va aborder un petit peu ces différents points. Puis, s'il y a des choses qui vous semblent un petit peu compliquées pour vous, dans votre domaine, d'aller un petit peu creuser justement dans les différentes cases qu'on va voir le domaine sur lequel vous êtes plutôt vous posez des questions sur le business model Canva et comment on peut l'aborder. Il y a Muriel qui vient d'arriver, que je connais, qui travaille dans le vin. Bonjour Muriel. Salut Bruno. Salut Muriel. Ça va bien? Ouais, Ouais, très bien. Très bien. Donc je vais commencer à présenter l'écran. Vous me dites si vous le voyez bien. C'est nickel. Ouais. Bien, je vous propose de commencer. Barbara, s'il y a des gens qui arrivent, tu les vois? Tu les invites? Tu les acceptes? Si j'ai la main, ouais, ça marche, mais j'ai pas l'impression. Ah, d'accord. Moi, je regarderai. Ah bah, tu vois. C'est là où je tombe sur les personnes. Ah bah, c'est Arnaud. On connaît du monde. Bonjour Arnaud. Eh ben, ça vient encore. Bonjour. Bonjour. Bonjour Arnaud. Donc, pour ceux qui viennent juste d'arriver, donc je disais que n'hésitez pas à m'interrompre pendant la présentation et de pouvoir interagir. C'est que ce sera quand même un peu plus sympa d'interagir sur cette présentation et de pouvoir voir les éléments où vous posez encore des questions sur le business model Canva. Il y a peut-être des éléments qui sont plus évidents que d'autres, mais voilà. Donc, comment on peut le faire. Et puis, je vous montrerai également un outil collaboratif. Il y en a quelques-uns qui existent, mais il y en a un que je vais vous montrer qui a été fait à Rennes, donc, que tout le monde connaît, je pense, qui s'appelle Klaxoon. Non, si vous connaissez pas, c'est une boîte qui est connue mondialement et qui a fait un accord à Microsoft, voilà, et qui a gagné un certain nombre de prix au CS de Las Vegas. Donc voilà, donc vous allez voir un peu ce que c'est qu'un projet collaboratif avec des outils Canva. Parce qu'il y en a quand même un certain nombre d'outils comme ça, parce que là on parle du business model Canva, mais voilà, et après il y a l'Empathy Map, les personas, enfin il y a plein de choses qui sont autour de ça. Et on peut pas faire le business model Canva tout de suite de cette façon. Donc là je vais commencer donc à présenter ça. Donc ce qu'on va faire, donc je vais me présenter et puis un peu qui on est dans Ready for Digital West et ce qu'on fait comme travail. Après, on abordera tout ce qui est business model Canva, un exemple de business model, et puis après, on fera voilà question-réponse, mais à la fin. Mais n'hésitez pas pendant la présentation à m'interrompre. Donc nous, en Ready for Digital, on est un cabinet conseil et on aide les entreprises à se digitaliser justement. Et donc on a un certain nombre de prestations autour de la digitalisation et la transformation digitale des entreprises. Donc on travaille sur toute la partie coaching et bilan digital. Hein. On fait tout ce qui est analyse et conseil également en amont. On fait également participe au choix de solutions parce qu'il y en a quand même beaucoup qui existent bien sur le marché dans les solutions digitales.
On aide également sur les choix technologiques et on participe aussi à tout ce qui est conduite du changement et formation et on va jusqu'à la gestion de projet pour accompagner jusqu'à la réussite du projet. Donc on a toutes les phases depuis l'amont jusqu'à la réalisation d'un projet de transformation digitale qui part de la stratégie normalement d'entreprise jusqu'à la réalisation et la partie opérationnelle. Voilà notre métier. Donc moi c'est Bruno Kebner, donc pour ceux qui me connaissent pas, donc moi ça fait plus de 30 ans que je travaille et puis pratiquement 15 ans maintenant dans le digital. Et je m'occupe pour RKD toute la partie Bretagne et Pays de Loire pour les projets de transformation. Voilà, donc on est présent sur pratiquement toutes les régions de France avec des consultants sur toute la France. Voilà, je vais terminer là-dessus, c'est pas ça qui est intéressant. On va parler maintenant du business model Canva. Quand on parle du business model, on va commencer par une définition parce que c'est important quand même d'aborder le business model. Hein. Donc c'est un mécanisme qui permet de générer de la valeur parce que c'est ça qu'on vend quand même aux clients. C'est aussi sa façon d'être particulier. C'est ça qu'on mettra aussi dans le business model Canva. Hein, comment on produit cette performance ou cette valeur, mais également tout en étant rentable, ce qui est quand même le but de l'entreprise. Hein. Donc c'est ces trois composantes hein, qu'on va voir qui sont les parties importantes du business model Canva. Donc vous voyez à droite, c'est exactement voilà, c'est la structure du business model Canva pour ceux qui n'ont jamais vu. On va les parcourir les uns après les autres, hein. Et donc on va voir un petit peu comment ça s'organise et comment on peut l'utiliser de façon opérationnelle. Voilà, donc ça c'est par exemple ça c'est quelque chose que dans l'outil Klaxoon, c'est comme ça que c'est fait. Vous verrez après comment ça peut se mettre en place. Donc à quoi ça sert? Donc il y a quelqu'un tout à l'heure qui parlait dans une startup. Généralement beaucoup de startups passent par ce business model Canva parce que on part de rien, hein, donc on part d'une idée, puis ensuite on va aussi à partir d'un certain nombre d'étapes arriver au business model Canva et de pouvoir décrire en gros la proposition de valeur qu'on va amener au client et quelles sont les différentes informations qu'on va mettre en place. Donc ça c'est pas mal pour tout ce qui est startup, mais c'est pas uniquement pour ça. Hein. C'est aussi lorsqu'on fait on va innover dans une entreprise, on va aborder un nouveau business model. Donc, par exemple, quelqu'un qui faisait des produits et qui va rajouter des offres de services, par exemple, ça c'est typiquement quelque chose aussi qui permet d'être fait dans le business model Canva, de pouvoir rajouter ça dans l'entreprise et de bien voir les impacts d'un business model différent avec du service, par exemple. Donc ça, typiquement, c'est des choses qu'on peut reprendre avec ce genre d'outils. Donc ça permet surtout ce qui est intéressant dans cet outil-là, c'est que en une feuille A4, on voit tout ce que le business model dans sa complétude. Donc, on va voir toutes ces cases, mais on va du commerce jusqu'à un peu de la finance, sans rentrer dans tous les détails, mais avec une vision assez regroupée et que ça permet dans une entreprise que tout le monde ait la même vision de ce qu'on est en train de mettre en place. Ça, c'est quand même assez intéressant d'avoir toujours cette valeur-là qui est représentée dans une feuille A4. Donc on voit toutes les interactions qu'il peut y avoir entre les composants. Hein. Donc c'est là où c'est important et c'est quelque chose qui est itératif. Hein. Généralement on fait pas un business model comme ça et puis on arrive à le faire. Donc parce qu'il y a beaucoup de travail qui est fait. Parfois on se repose la question sur les personas, l'empathie map ou la proposition de valeur qu'on va avoir ou les clients qu'on va adresser. Donc c'est quelque chose qui est fait de façon itérative. Hein. Et donc ça permet aussi de faire de la créativité parce qu'il faut pas croire qu'on n'a qu'un seul business model, hein, il y en a plein et donc il y a d'autres façons de faire. Et le digital amène beaucoup de façons de faire différentes maintenant et qu'on peut aussi avoir une autre façon d'amener de la valeur vers le client avec des outils digitaux. Et donc ça permet d'aborder le sujet et le représenter dans le business model Canva. Donc, il y a quand même des anciens business models qu'on connaissait déjà, hein, donc et qui n'ont pas forcément été décrits, mais ça représentait un petit peu ce qui était fait. Voilà, il y a des entreprises qui depuis très longtemps font de la production, de fabrication et de la vente, quoi. Donc ça, c'est des business models qui existent depuis très longtemps. Et on voit aussi la distribution et le point de vente. Donc c'est pour les gens qui sont vraiment dans ce mode-là. La franchise également est un business model. Le low cost et la désintermédiation.
est un business model, le freemium est l'essai gratuit, le modèle de l'imprimante qui est quelque chose de particulier. Vous avez vu que par exemple l'imprimante a changé de business model. Avant c'était l'imprimante qui coûtait très très cher, les consommables ne coûtaient pas pratiquement rien, et donc ils ont inversé cette tendance-là de l'inversion du coût, où maintenant une imprimante on peut l'avoir pour 50, 70 euros, mais par contre les consommables sont devenus vraiment très très chers. Donc il y a eu une inversion des coûts entre les consommables et le produit. Et la vente de services aussi également, qui se rapproche un peu d'autres business models. Mais tout ça, ce sont un peu les anciens business models qu'on avait, mais qu'on peut vraiment maintenant avoir beaucoup plus de créativité autour de ça et d'amener d'autres façons. On sait très bien qu'avec toutes les évolutions qu'on est en train d'avoir actuellement sur la transition digitale, il y a une évolution du produit vers le service et du service vers l'usage. Donc tout ça, c'est des évolutions qui arrivent, et il est préférable maintenant aussi, c'est de reprendre ça et de regarder un peu les impacts que ça peut avoir dans l'entreprise. Donc ça permet aussi de faire un bilan des impacts qu'on peut avoir, que ce soit des impacts humains ou des impacts financiers ou un impact sur les réseaux de distribution ou de vente, puisqu'ils seront plus les mêmes. Donc voilà, donc vous revoyez le business model Canva. Et en fin de compte, quand on résume ce qu'on fait dans un business model Canva, c'est quoi? C'est trois grandes composantes qu'on adresse. Hein. C'est ce qu'on vend, voilà, la proposition de valeur. C'est ce qui permet de vendre à droite. Donc ça, c'est toutes les cases qui permettent de vendre, et ce qui permet de produire. Donc voilà. Donc si on résume le business model Canva à trois grandes composantes, c'est exactement ça qu'on va adresser dans ce modèle-là. Et on retrouve des choses qui sont plutôt d'ordre financier en dessous, voilà. Mais en gros, c'est ce qui permet d'adresser son business de façon claire en trois composantes. Donc, si je reprends tout ce qui est segment de clientèle, c'est ici qu'on va décrire les clients. Quels sont nos clients, quelles sont nos cibles. Donc on va faire une description de la cible. Si vous avez plusieurs types de clients, vous pouvez également adresser les différents personas que vous avez. Si vous avez déjà commencé à adresser des personas, les décrire au niveau des segments de clientèle pour décrire vraiment vos clients, vos cibles et vos personas. Donc c'est ici qu'on va décrire cette partie-là, et qui est importante puisque ça va quand même être la partie qui va ensuite être déclinée dans toutes les autres activités. Donc sur la proposition de valeur, point important quand même, c'est ce qu'on vend, c'est ce qu'on va vendre. Hein. Proposition de valeur, c'est quelle valeur on va apporter au client, comment on va se différencier. Donc on va décrire ici soit des produits ou soit des services. Et donc on est vraiment à la résolution d'un problème. Vous savez très bien qu'à un moment, quand on fait ce genre d'exercice, on a défini une cible, et puis on va définir aussi un problème, et donc à quel problème on va répondre. Donc, et ensuite c'est la proposition de valeur pour répondre à ce problème-là. Et donc il va falloir le décrire de façon assez détaillée quand même sur la proposition de valeur, et quelles sont les différentes offres de services qu'on peut avoir. Soit ce sont les offres de services par segment de clientèle, par segment de marché ou par persona. Donc vous avez les différentes possibilités de le faire. De plus en plus, les startups le font de plus en plus, mais les entreprises aussi sont en train d'arriver à ça, où on spécialise beaucoup plus par persona les offres de services qu'on peut avoir. Donc c'est un peu plus compliqué lorsqu'on a des produits, mais ça commence à venir aussi, hein, de plus en plus de la personnalisation au persona. Mais c'est vraiment une tendance d'évolution de la proposition de valeur, adaptée vraiment pas à un segment de marché, mais uniquement, mais vraiment à un persona. Donc ici, on va parler des canaux de distribution. Donc on est à l'étage 3, et donc c'est là où on va parler un petit peu des différents moyens de distribuer son produit ou ses services. Donc c'est comment vous allez maîtriser ces canaux de distribution là, parce que parfois ils ne vous appartiennent pas. Hein. Vous
pouvez avoir, pour donner un exemple, un fabricant qui va passer par des distributeurs et ensuite les distributeurs iront dans les magasins. Donc vous n'êtes pas maître de la distribution, donc voilà, donc vous pouvez utiliser ce genre de canaux pour pouvoir vous vendre. Il y a d'autres types de canaux de distribution, hein, donc ça peut être une plateforme web, hein, une solution d'e-commerce. Donc c'est également des façons de marketplace, par exemple, qui est une autre façon d'avoir la distribution qui vous appartient ou vous appartient pas, et qui vous permettront de vendre votre service et de toucher vos segments de clientèle. Donc il peut en avoir plusieurs, un canal de distribution, c'est ce qui arrive souvent. Enfin, on peut être mono canal, mais voilà, suivant votre métier, vous pouvez décrire ici des canaux de distribution différents sur lesquels vous allez être soit des canaux de distribution que vous maîtrisez ou externalisés, et comment ils vont être utilisés dans le cadre de votre entreprise. Donc là, on est vraiment sur la relation avec les clients. C'est ici que vous devez vraiment décrire toutes les relations que vous allez avoir pour rentrer en relation. Donc ça peut être dès l'amont, hein, donc lorsqu'on capte le client, jusqu'à toutes les étapes lorsqu'on crée une relation avec son client, lorsqu'on livre des produits ou lorsqu'on réalise une prestation de service, jusqu'à la fidélisation de vos clients. Donc ici, il faut vraiment mettre tous les points de contact que vous avez avec vos clients. Donc ça peut être un service support, par exemple. Vous voulez mettre un service support en place. Voilà, tous les canaux de communication que vous avez mis en place pour avoir une relation avec le client qui va concourir à l'excellence opérationnelle. Donc c'est vraiment un point crucial, hein, sur la relation avec le client, parce que c'est là où vous allez avoir vraiment la qualité perçue par le client. Et donc c'est un point qu'il faut vraiment mettre en place, et souvent on oublie cette partie-là. Donc ça, généralement aussi, on fait des descriptions un petit peu excusez-moi, je vais juste accepter quelqu'un parce que je l'accepte et je reviens. Donc je vais laisser sur la partie relation avec les clients. Donc ça, c'est un moyen qui est important, et de plus en plus, vous avez vu que quand même qu'avec le digital, il y a des évolutions avec les canaux, enfin la relation avec les clients, et différents moyens aussi de pouvoir capter les clients et d'avoir leurs avis, hein. Donc on a aussi des possibilités de créer voilà, des communautés, par exemple, ou avoir une relation sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc il y a différents moyens maintenant pour pouvoir le faire, même dans la relation digitale, là. Et donc ça se développe de plus en plus. Donc ici, c'est tout ce qu'on parle de flux de revenus. Vous savez quand même qu'à un moment donné, il faudra quand même regarder comment on va se faire financer les flux de revenus pour chaque segment de clientèle. Donc parce qu'on peut avoir aussi des différentes capacités suivant les clients qu'on aura choisi, hein, petite grande entreprise, par exemple. Donc là, vous aurez peut-être pas forcément les mêmes flux de revenus ou les mêmes modes de vente en fonction des segments de clientèle. Donc c'est le point important là-dedans, dans le flux de revenus, c'est qu'on a une proposition de valeur et que il soit prêt à payer cette proposition de valeur à la bonne hauteur. Et donc voilà, donc ça, c'est la partie description quand même de la valeur qui est perçue, et que la proposition de valeur que vous allez amener aux clients, et comment vous allez fixer votre prix, ou par quels moyens vous allez fixer. Vous pouvez avoir aussi des façons différentes, hein, de pouvoir gérer vos prix, hein. Ça peut être prix à la prestation, prix au produit, mais ça peut être aussi différents moyens. La location, on l'a vu, est également un moyen d'adresser ça, et qui aura une connaissance, enfin une conséquence sur le flux financier. Donc c'est un point qu'on met au départ. Est-ce que vous allez adresser simplement des produits de type récurrent ou non récurrent? Et donc ça, c'est ici qu'on va adresser toute cette partie-là. Voilà. Et donc comment fixer vos prix? C'est là où on regarde
un petit peu, tout dépend du segment de marché où vous êtes. Hein. Si vous êtes dans ce qu'on appelle soit en rouge, plutôt laissé en bleu. Donc, si vous avez vos compétiteurs, donc c'est aussi de regarder un peu la compétition et le marché. Et est-ce que vous êtes, comme on dit, price maker ou pas hein. Donc, si vous êtes le leader du marché, ben, en gros, c'est vous qui vous fixez vos prix. Si vous êtes dans plutôt un challenger, bah, généralement vous pliez un petit peu au prix. Une évolution qui arrive quand on le voit dans les évolutions qui sont de plus en plus présentes, c'est qu'on essaye de cibler de plus en plus sur des clientèles aussi et de proposer une autre proposition de valeur qui est différenciante. Et c'est là où on amène toute l'innovation de la proposition de valeur qui est différenciante pour pouvoir ne plus être en compétition avec des segments et la concurrence, et qui vous permettra de vous différencier et d'appliquer bien de votre prix, puisque vous allez devenir un des leaders dans votre proposition de valeur. Et ça, c'est toute la démarche qu'il y a en ce moment, hein, c'est de pouvoir adresser vraiment par type de persona des propositions de valeur différentes et qui s'adressent à eux, donc à leurs attentes et à leurs besoins. Et donc ça va vous permettre, vous, de ne pas être en concurrence directe. Pendant beaucoup d'années, on a eu une compétition parce que le marché était très identique, on retrouvait les mêmes acteurs, donc avec des propositions de valeur qui étaient très semblables, très peu d'innovation. Et ben maintenant, on commence à avoir vraiment des choses très particulières par segment, mais surtout par persona. Et donc, on commence à avoir donc une capacité à pouvoir adresser de nouveaux publics et avoir une autre façon de vendre, et donc avoir une génération de revenus qui est potentiellement n'est plus en concurrence. Donc ça, c'est des évolutions qui sont actuelles et qui permettent justement d'avoir de nouveaux revenus dans une entreprise qui est existante, par exemple. Hein. Pour nous avons travaillé, mon ancienne entreprise, on travaillait dans la maison au départ, on faisait des produits électroniques, on est passé à la maison connectée. Vous voyez, le produit qui est devenu connecté, on est passé du produit au service et à l'usage. Donc typiquement, on a commencé à changer la donne, et donc on n'était plus sur les mêmes produits électroniques, mais on pouvait décliner des usages complètement différents par persona, et donc on pouvait se différencier par rapport à la concurrence à ce niveau. Donc ça, c'est la source revenu. Donc ressources clés. Donc ça, c'est en gros, vous allez décrire quels sont les actifs clés qui sont nécessaires. Hein. Donc ça peut être matériel ou immatériel, humain. Donc par exemple, matériel, c'est une usine de production, hein, par exemple, où vous avez besoin pour votre activité d'avoir une usine de production. Donc là, c'est partie des actifs matériels. Humain, ça peut être très bien, vous vendez du service, vous avez besoin de certain nombre de compétences clés qui vont vous assurer la proposition de valeur et votre différenciation. Donc typiquement, nous dans le digital, on est si on nos ressources clés, c'est d'avoir quand même des experts dans le digital. Donc ça, c'est typiquement des choses qu'on met au niveau des ressources clés. Oui, actif immatériel, ça peut aussi avoir un besoin. Vous êtes en train de travailler sur une plateforme de marketplace. Typiquement, c'est une des ressources clés que vous aurez besoin aussi de décrire ici, la plateforme de marketplace. N'hésitez pas, si vous avez des questions, hein, pour m'adresser, ce sera plus. Si vous avez des sujets qui vous intéressent plus et qu'on peut décrire. Hein. Ça va pour l'instant ? Oui. Je reviens quand même sur le truc. Je sais pas si je suis encore tout seul. J'en aurais une, mais je le ferai à la fin, Bruno. Non, mais vous pouvez interagir en même temps. Mais les Attends, je peux faire quelques petites de rouler. Ok. Ok. Donc sur les activités clés. Donc ça, c'est tout ce qui est activité clé, c'est sans laquelle vous ne pouvez pas produire. Hein. Donc donc ça, c'est les activités indispensables à une proposition de valeur. Donc on décrit pas toutes les activités là, mais c'est vraiment là vous mettez ce qui pour vous est clé à la proposition de valeur que vous êtes en train de mettre en place. Donc ça peut être en interne ou en externe. Hein.
donc vous pouvez très bien sous-traiter une partie ou avoir des partenaires différents. Donc ça c'est vraiment les activités qui sont nécessaires pour votre proposition de valeur, les canaux de distribution, parce que vous pouvez avoir, voilà, vous dites, j'ai des canaux de distribution qui sont différents, donc c'est une activité clé, c'est parce que j'ai besoin de la distribution, par exemple, pour pouvoir survivre, parce que je n'ai pas une structure commerciale qui me permet de tout vendre. Donc c'est des activités clés qui sont à décrire. C'est aussi parfois des activités clés sur la relation avec le client, hein. Donc vous avez besoin d'un centre de support particulier parce que vous faites la relation client a besoin d'un support 24 sur 24 parce que c'est votre proposition de valeur de pouvoir interagir avec le client 24 heures sur 24. Ça fait partie des activités clés que vous devez mettre à ce niveau-là et qui sont aussi génératrices des coûts qu'on va voir après sur la structure des coûts. Donc là, c'est les partenaires clés. On est à la case 8. De plus en plus, dans l'évolution des entreprises, ce qu'on voit, c'est que pendant très longtemps, on était dans un modèle d'entreprise qui maîtrisait tout, de sa R&D, de sa production, de sa fabrication. Voilà, il y avait un peu de sous-traitance, mais voilà, c'était pas forcément, on fabriquait ça en filière, mais de plus en plus l'évolution arrive avec un écosystème de plus en plus varié, puisqu'on doit de plus en plus se différencier, le monde va de plus en plus vite, on doit s'adapter de plus en plus vite, et donc on ne peut pas, on n'est pas en capacité de pouvoir tout faire dans une même entreprise. Et nous, quand on a commencé à travailler dans l'ancienne entreprise où on faisait des produits électroniques et puis ensuite on faisait de l'informatique et après on travaillait dans les plateformes de services. Vous voyez un petit peu la mixité des métiers que cela peut nécessiter. Et donc vous êtes obligé de plus en plus à avoir un écosystème de partenaires et qui peuvent rentrer également dans les plateformes, hein. C'est là où on voit la notion de plateforme justement, où vous intégrez vos différents partenaires pour proposer votre offre, votre proposition de valeur, par exemple une plateforme de service. C'est exactement ce qui peut se passer pour pouvoir adresser la proposition de valeur grâce à ces partenaires clés. Donc ça, c'est de plus en plus présent. Il y a beaucoup de gens qui travaillent comme ça maintenant, même des startups, ils sont aussi avec des partenaires clés, mais les grandes entreprises, moyennes entreprises sont en train d'évoluer avec une structure d'écosystème qui est nécessaire du fait de la rapidité de mise en œuvre et le fait qu'on évolue de plus en plus vite. Donc la structure des coûts, point important puisque c'est là où on va faire la marge quand même. Donc on a bien des sources de revenus, mais il faudra que ça finisse par être rentable. Donc vous avez vu que là, quand vous avez commencé à regarder tous les points importants de votre proposition de valeur, de comment vous avez distribué vos produits, si c'est par avec des commerciaux, si c'est par des canaux de distribution, si c'est par une plateforme et autres, vous allez avoir un certain nombre de coûts qui soient fixes ou variables. Donc c'est là où il va falloir distinguer toutes les parties fixes et variables. Ça va être important aussi parce que vous voyez bien qu'à un moment donné, en fonction de votre structure de coûts que vous aurez, ça permettra aussi de déterminer peut-être la source de revenus et comment vous allez fixer vos prix. Ça vous permet de ne pas avoir des impacts sur la trésorerie. Donc, si vous pouvez aussi avoir du récurrent ou de variabiliser vos coûts, c'est quand même assez intéressant si vous avez déjà une structure de coûts variable en amont lorsque vous faites la construction de votre proposition de valeur. Donc, l'un et l'autre se construisent en même temps pour que vous ayez un équilibre financier et surtout avoir de la marge et donc de pouvoir réinvestir ensuite dans les évolutions futures. Donc n'oubliez pas que dans ces propositions-là de valeur, les coûts d'acquisition client et revenus par client sont relativement importants, hein. Ça dépend un petit peu des activités, mais c'est souvent ce qu'on sous-estime à l'intérieur d'un coût d'acquisition client, hein. De venir au début sur un marché et se faire connaître, ça c'est un certain coût. Et donc il ne faut pas le sous-estimer dès le départ. Donc c'est à prendre en compte dans le business model pour que on puisse adresser aussi la structure de point mort. On appelle ça plutôt une structure de point mort. Il y en a beaucoup qui ont
dans les startups, on fait ça, un business plan, même dans la création d'activité, il y a beaucoup, enfin tout le monde fait un business plan, mais de plus en plus aussi, on regarde le point mort. C'est en gros, parce que business plan, c'est souvent des projections, mais c'est à partir de quel moment je vais être rentable. Donc le calcul du point mort permet d'avoir cette explication de la rentabilité et de dire voilà, est-ce que c'est réaliste ou pas ce que je suis en train de mettre en place, et avec le calcul du point mort, c'est quand même une représentation qui vous permet de voir assez rapidement que ça va être que votre business va pouvoir être rentabilisé assez rapidement, quoi. Et donc des systèmes de plus en plus qu'on regarde, hein, donc ce qu'on voit là, vous avez certainement entendu parler de la scalabilité. De plus en plus de business sont en train d'arriver à ça. Donc ce qu'on veut, c'est qu'en fin de compte, quand vous regardez Amazon, voilà, ils sont rentrés dans un business de scalabilité. Le coût d'acquisition de clients, le fait qu'on rajoute un client sur la plateforme Amazon, coûte pratiquement plus rien. Voilà, c'est pas ça qui va coûter en stockage, ça coûte pas grand-chose non plus en pub. Voilà, donc le coût par client de nouveaux clients est pratiquement ridicule. Donc ils auraient réussi à scaler de cette façon-là. Quand vous faites la prestation de service, du conseil, par exemple, vous avez une mission, donc vous avez un coût client, donc vous réalisez la mission et donc vous devez trouver un nouveau client. Et vous voyez bien que l'effort que vous avez d'acquisition, il est pratiquement aussi important, sauf s'il y a de la fidélisation qui vient derrière. Mais voilà, il y a quand même un coût d'acquisition client qui est toujours relativement important. Donc ces niveaux de scalabilité, c'est ce que les gens cherchent, hein, donc c'est d'arriver à avoir une scalabilité. Donc c'est le fait que les coûts ne soient pas proportionnels à vos nombres de clients ou au nombre de services que vous allez vendre. Et donc même dans le conseil, hein, même on le voit de plus en plus, hein, on commence à avoir on dit qu'on les rend, on fait du service, on revient ça au produit et qu'on peut rendre scalable. Donc, vous voyez de plus en plus des personnes qui font ça, et c'est plutôt via des plateformes maintenant de formation en ligne, voilà, des formations sur LinkedIn par exemple, vous en trouvez beaucoup. Où donc là, ils arrivent à scaler de façon assez importante par rapport à des formations qu'ils auraient fait en one shot, quoi. Donc là, ils sont passés à un niveau produit, et donc ils ont passé du service au produit. Donc et donc d'avoir cette notion de scalabilité. Donc on va rentrer dans un exemple. Moi, j'ai fait mon exemple, donc je vais vous présenter. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Donc je vais vous présenter simplement la partie Klaxoon. Ça, je laisse charger. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais vous présenter un exemple. Ce sera peut-être plus parlant. C'est dans l'exemple de service. J'en ai d'autres. Hein. Si vous voulez en avoir d'autres, j'en ai quelques-uns d'autres. Mais je vais vous présenter au moins l'outil qui permet de le faire en mode collaboratif, parce que c'est pas mal de le faire comme ça. Donc voilà. Donc vous voyez un business model Canva que moi j'utilise. Donc l'outil Klaxoon. Où on retrouve donc les différents éléments. Et donc l'outil Klaxoon, vous pouvez travailler à 8, 10 hein, en mode collaboratif. Et vous voyez ici, hein, je n'ai plus qu'à créer une idée. Hein, donc je vais créer par exemple un exemple de client. Je sais pas, on va dire client B2C par exemple. Et hop. Donc c'est comme ça qu'on construit au départ ces propositions, donc dans un mode interactif où vous pouvez vraiment le faire avec des équipes et de pouvoir interagir avec eux sur différents éléments. Et vous voyez bien que quand vous travaillez sur un business model Canva, vous avez quand même pas mal de métiers. Bon, quand c'est une start-up, il n'y a pas forcément beaucoup de monde, mais quand on est dans une entreprise, vous avez quand même les différents métiers qui sont là. Hein. Donc, vous avez de la production, par exemple, le commerce, le marketing, la finance. Voilà, il y a quand même pas mal de sujets comme ça. Donc, vous voyez, par exemple, sur Klaxoon, voilà. Par exemple, moi, j'ai pris un exemple. Hein, dans mon exemple pour la prestation de service, moi, je m'adresse à des clients B2B pour des segments de PME.
Je cible plutôt tout ce qui est BTP, industrie agroalimentaire en Bretagne. Mes personas, c'est des dirigeants, des Chief Digital Officers, des CDO. Donc ça, c'est vraiment mes personas cibles. Hein. Donc c'est ma cible pour pouvoir adresser ma proposition de valeur. Donc vous voyez ici ma proposition de valeur. Moi, comment je me distingue? Donc je travaille bien sûr sur la transformation digitale, mais on est vraiment sur comme levée de croissance pérenne pour l'entreprise. Donc on est vraiment dans la transformation digitale, non pas seulement pour mettre en place des outils, mais c'est comment on accompagne l'entreprise vers sa croissance et comment on l'intègre dans sa stratégie. Donc voilà, là ça c'est notre proposition de valeur. Et donc vous pouvez mettre ici vos différents, par exemple, services, hein, donc que nous qu'on adresse. Donc vous voyez la proposition de valeur qu'on a pu avoir. Hein. Moi je fais du coaching digital, je décris la feuille de route, je fais de la gestion de projet, je fais de l'expertise, je fais de la formation, par exemple. Et également, donc ici, on arrive aussi à des spécialisations, des expertises qu'on peut avoir, donc tout ce qui est web marketing, la digitalisation des processus internes, l'innovation avec le digital, la data pour plus de valeur, voilà, typiquement des expertises qu'on réalise également. Donc, vous voyez un petit peu comment on peut décrire les différents modèles. Ça peut être, là, je l'ai fait de façon simple, hein, parce que c'est juste pour représenter de la façon dont on peut le faire, mais on peut aller un peu plus loin dans la description qu'on va faire. Mais là, à un premier niveau, quand vous commencez à travailler là-dessus, quand vous restez à ce niveau-là, il faut quand même que tout ça soit cohérent, quoi. Vous voyez ici, par exemple, là, moi, la relation que j'ai au niveau des clients, bah, je travaille avec différents points de connexion et points de contact avec mes clients. Hein. Donc, bien sûr, il y aura toute la partie fidélisation. Tout ce qui est support, bon, bien sûr, j'ai une relation client lorsque je fais de la prestation de service, donc ça, c'est un point qui est relativement important. Et également le suivi de la satisfaction client, qui est aussi un point de contact que j'ai avec les clients. Donc voilà un petit peu une relation que je peux décrire. Et donc là, je vais passer maintenant sur la partie source de revenus. Bah, par exemple, ici, nous, comment on a une source de revenus? Ben, on facture des formations, on facture des services, et on a aussi des revenus qui par les apporteurs d'affaires. Vous voyez, donc une source de revenus assez simple sur la prestation de services. Donc si j'arrive au niveau des activités clés, donc on retrouve pour moi, vous voyez bien que l'activité clé en étant dans le digital, c'est un monde qui évolue beaucoup. On a besoin de l'expertise dans le digital, ça c'est complètement clé au niveau des activités. Donc on a un certain nombre d'activités que j'ai pas décrit ici, mais pour rester simple. Donc la gestion de projet est également une activité qui est un petit peu différente parce que ça c'est une compétence qui est pas forcément liée au digital, mais qui est une vraie compétence aussi à avoir. Et tout ce qui est commercial également, puisqu'on est dans des activités plutôt de conseil, et donc l'activité commerciale est une activité clé aussi, puisqu'on ne vend pas forcément ça aussi facilement que sur la vente sur Internet de la prestation de services, surtout de type conseil. Et moi, je mets que une ressource clé, qui est super importante, c'est l'expertise dans le digital, les compétences dans le digital. C'est ça qui fait que ma proposition de valeur a un sens. Et donc, c'est vraiment là-dessus que je mets le focus, d'avoir cette expertise-là dans le digital et que je sois accompagné par un certain nombre de ressources dans le digital. Et donc, c'est vraiment le focus que je mets dans le cadre de mon entreprise. Et donc, si on revient dans les partenaires clés, les partenaires clés, j'ai un certain nombre de fournisseurs de solutions, par exemple, voilà, vous voyez bien que dans le digital, il y a énormément de solutions, que ce soit dans le CRM, dans la production, dans les ERP, donc il y a énormément de solutions. Donc moi j'ai un certain nombre de partenaires sur lesquels on a des partenariats qui permettent d'avoir une proposition de valeur de bout en bout. Et donc j'utilise un certain nombre de fournisseurs de solutions que là j'ai pas décrit, mais que je devrais décrire pour pouvoir les adresser et d'avoir de la contractualisation de partenaires pour assurer cette proposition de valeur, puisque on va de bout en bout. Et donc la structure des coûts, on voit qu'en fin de compte, on a quand même une structure de coût qui est majeure au niveau du coût commercial et coût marketing, puisque en fin de compte, il n'y a pas de scalabilité dans le conseil, donc on a un coût commercial, un coût marketing qui est relativement important.
la partie digitale et service, ça s'équilibre plus ou moins, parce que forcément on vend normalement à un prix donné et qui reprend notre expertise. Donc si on a une bonne proposition de valeur et puis si on sait vendre son expertise, ben, généralement ça s'équilibre dans les coûts. Mais il y a quand même toute cette partie coût commercial, coût marketing qui est relativement important, et il y a toute une image de marque à mettre en place aussi. Donc le coût marketing est assez important. Donc, vous voyez un petit peu comment ça peut se faire à l'intérieur d'un exemple d'un business model Canva. Et surtout, quand vous commencez à travailler là-dessus, bah, il va falloir décliner aussi les grandes orientations que vous avez décidées, quoi. Parce que c'est pas, voilà, ça c'est un travail itératif, comme je l'ai dit, hein. Et donc vous avez aussi des grandes orientations ou des scénarios possibles, puisque vous avez vu qu'il y a différents scénarios possibles. Et donc vous allez pouvoir aussi adresser ces grandes orientations ou ces scénarios qui vont être devoir retravailler en fonction de ce que vous allez faire. Donc si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas assez rentable ou que vous avez une structure de coût qui n'est pas cohérente ou que votre proposition de valeur n'est pas encore assez affinée ou que vous n'avez pas encore assez à travailler vos personas, et ben c'est ici qu'on commence à aller travailler dans les grandes orientations. C'est les grandes orientations stratégiques que vous trouvez et dont vous finissez normalement aussi par. C'est votre stratégie que vous êtes en train de travailler ici, et donc qui va se décliner aussi avec un business plan derrière, et donc un certain nombre de projets que vous allez mettre en place pour mettre en place votre stratégie. Voilà, donc simplement, donc voilà, l'outil Klaxoon, c'est un peu ça. Et si vous voyez quand on revient dans l'outil Klaxoon, vous avez un certain nombre de business models, vous avez un certain nombre de Canva qui existent, hein. Donc il y en a d'autres qui existent dans ce produit que moi j'utilise, mais il y en a d'autres produits qui le font, hein. Donc je sais pas si les gens connaissent par exemple l'analyse Pestel qu'on voit par exemple quand on fait un peu de stratégie, les 5 forces de porteur, le design thinking par exemple, voilà. Donc c'est des choses comme ça que je fais au niveau des entreprises, et la façon que moi je trouve assez sympa. Vous voyez ici, je suis en train de travailler avec une entreprise justement sur tout ce qui est business model, la proposition de valeur, les 5 forces de porteur, l'analyse Pestel, ce qu'on appelle la value curve, parcours client, l'étude de marché. Donc ici, vous voyez un exemple parcours client qui est assez intéressant que je vais vous montrer ici, et qui vous permet à un moment tout ça. Faut bien voir que le business model ne se construit pas seul, hein. Donc il a fallu quand même travailler sur sa proposition de valeur, sur ses personas, et donc aussi sur son parcours client. Donc là, vous voyez un exemple de parcours client, et vous voyez les étapes depuis un prospect ou un suspect qui est en phase de découverte jusqu'à l'achat et la fidélisation que vous mettez en place, et quelles sont les expériences qu'il est en train de vivre, quelles sont les émotions qui vit aux différentes étapes de son cycle d'achat ou de la prestation de service, et les points de blocage et les opportunités d'amélioration. Donc c'est ici également, même si vous avez des business models qui sont existants, vous voyez bien que tout ça se travaille. Par exemple, quand vous travaillez là-dessus, ce sont des points que vous allez réintégrer ensuite dans votre business model. Donc, voyez, donc le business model, ça c'est un point qui est un peu catalyseur de tout ce travail que vous avez fait, mais qui demande un certain nombre de points, d'étapes particulières pour pouvoir le mettre en œuvre. Donc, si je reviens simplement sur le document, donc il y en a d'autres, hein. Donc, vous voyez, peut-être des entreprises que vous connaissez, hein, Ryanair par exemple, hein, donc les aéroports, voilà un type de business model Canva. Donc ça c'est le business model Canva de Ryanair qui est version simplifiée, mais qui vous permet de montrer quand on est plutôt dans le low cost, quels sont les points qui sont importants. Vous voyez ici par exemple les ressources clés pour Ryanair, hein, c'est le personnel et les avions. Voilà, donc c'est quand même assez simple, mais ça permet de montrer de façon simple comment eux vont arriver à le mettre en place. Et vous voyez bien qu'ici, la partie structure de coût, ce qui est important pour eux, vous voyez bien, on voit fuel maintenant, c'est les taxes également, et c'est pour ça qu'ils font aussi, souvent ils sont des aéroports distants où les taxes sont moins chères. Voilà, donc une structure de coût qui est un petit peu différente. Et puis ici, par exemple, ça c'est par exemple quelque chose où Michelin, qui fait partie des entreprises qui ont plus évolué
dans la transition digitale, qui sont passés du produit au service et à l'usage. Et donc, pendant très longtemps, on a vendu des pneus à des entreprises de transport. Et donc, maintenant, Michelin ne vend plus des pneus, mais vend des kilomètres plutôt que des pneus. Et maintenant, ils sont arrivés au kilomètre parcouru réellement. Par exemple, s'il y a un incident, le client ne paye que les kilomètres réellement parcourus, puisqu'ils assurent aussi un service de maintenance. Et donc, le pneu, si par exemple, donc la personne qui va payer cette prestation-là est garantie que les pneus seront réparés, quel que soit l'endroit, en France, en Europe. Et ça permet comme ça d'avoir un business model complètement différent de la vente de pneus. On est passé de la vente de pneus aux ventes de kilomètres réellement exécutés. Donc, vous voyez un petit peu l'évolution qu'a pu faire Michelin en 10 ans d'ailleurs, et qui permet d'adresser de nouveaux secteurs et aussi d'avoir un avantage concurrentiel maintenant par rapport à d'autres acteurs mondiaux qui font également le même métier. Donc voilà, donc ça c'est une petite représentation simple de ce qu'ils ont mis en place, mais c'est un peu l'impact qu'ils ont eu sur toute la partie Michelin. Ils ont mis 10 ans, ils ont mis un peu de temps parce que c'était assez compliqué à mettre en place ce genre de business model nouveau. Mais voilà, vous voyez même que les entreprises qui sont anciennes peuvent évoluer vers d'autres business models et de pouvoir mettre en place, de passer du produit au service et à l'usage. Voilà, donc moi j'ai un peu terminé, donc je souhaite maintenant avoir un certain nombre de questions peut-être. Quelles sont les questions? Moi, j'avais une question, Bruno. Oui, vas-y. Je voulais savoir est-ce que le business model il est centré sur l'offre ou il peut être centré que sur le persona? Alors, le business model représente l'offre et les personas. Donc, quand on fait toute une démarche, je vais peut-être présenter ça pour te répondre à la question. On ne peut pas privilégier l'un au détriment de l'autre. Non, c'est ta proposition de valeur que tu as. Hein. Souvent, si tu peux adapter ta proposition de service ou ton produit au persona, voilà, t'as fait quelque chose quand même qui permet de pouvoir le faire. Donc, si tu peux avoir une adaptation de ton persona avec ta proposition de valeur, c'est idéal. Voilà, c'est comme dans le fait, est-ce que moi, en conseil, je peux adapter ma proposition de service passe pas sur un type de persona particulier, parce que là on peut souvent, ça a été des par exemple de prestations de conseil, c'est adapté à un segment, on va dire agroalimentaire, je sais pas quoi, l'automobile, l'aéronautique, ça a souvent été des segments comme ça. Donc de plus en plus on arrive également à adapter est-ce que ma prestation de service elle est différente lorsque je m'adresse à un chief digital officer ou à un patron d'entreprise. Comment elle peut être différenciante si je m'adresse plutôt à un segment de TPE, PME ou une grande entreprise. Donc c'est quand même pas les mêmes types de personas qu'on peut avoir et pas les mêmes sujets de proposition de valeur, quoi. Donc vous voyez ici par exemple lorsqu'on fait l'étude de marché par exemple, hein, donc le projet, le marché, la cible, la concurrence, la synthèse, il y a quand même tout ça c'est ce qu'on fait pour arriver à un moment au business model Canva. Là, on retrouve le persona, par exemple. Là, c'est l'empathie map. Là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le parcours client. Tout ce qui est l'analyse de la concurrence, si vous voulez faire l'analyse des pestels et concurrence. Et c'est ici qu'on commence à rentrer dans le business model Canva. Donc, c'est la synthèse, le business model Canva. Donc, vous pouvez faire des scénarios tout de l'étape 1 à 5 lorsque vous avez commencé à travailler sur les différentes étapes de la construction de votre business model. Le business model va être qu'une synthèse de tout ce que vous avez travaillé en amont. Donc, travailler les personas, votre empathie map, votre proposition de valeur, comment votre proposition de valeur, vous allez l'adresser par segment de clientèle ou par persona, comment vous allez vous rémunérer, comment vous allez mettre vos structures de coûts. J'ai répondu à la question ou j'ai pas répondu à la question? Oui, j'essaie de transférer par rapport à autre chose. Ouais. Et si par exemple on est d'une démarche de conquête de nouveaux marchés,
par rapport à une offre qui existe déjà. Ouais. Alors, est-ce qu'on se concentre que sur l'offre ou on se concentre sur les nouveaux personas? Alors, est-ce que quand tu dis tu veux créer un nouveau segment de marché, donc tu vas adresser quelque chose de nouveau sur d'autres segments de marché. Disons que ça peut être sur de nouveaux, parce que nouveau segment, je sais pas si c'est le bon terme, mais ça peut être déjà sur une autre zone géographique, Oui. donc qui entraîne automatiquement Est-ce que, un autre public. ouais, mais est-ce que, par exemple, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que quand je vais m'adresser à un segment géographique différent ou à des clients différents pour étendre voilà, avoir peut-être étendre mon entreprise, mon chiffre d'affaires derrière, est-ce que l'impact est-ce que ta proposition de valeur sera toujours adaptée à ce nouveau segment ou à ces nouveaux personas? Est-ce que tu vas être encore dans voilà le fait que tu vas élargir ta base, bah, il va falloir te poser la question du fait que ce persona-là sera peut-être différent et donc tu vas revenir aussi peut-être sur ta proposition de valeur parce que la proposition de valeur devra être différenciante. Je sais pas, tu t'imagines, je sais pas, là t'es dans le vin, tu veux aller voir, je sais pas quoi. Prendre des segments peut-être plus d'entreprise ou luxueux ou ce genre de choses où ils ont besoin d'une qualité de vin différente. Donc tu n'auras pas la même façon d'amener ta position de valeur. Tu n'auras pas la même relation clientèle parce que tu changes de gamme de produits et de services. Donc il va falloir que tu revoies peut-être en fonction de ce que tu es en train d'adresser. Donc il faut toujours partir d'abord du client. C'est lui qui définit ses besoins et ses attentes. Est-ce que ses besoins et ses attentes sont différentes? Si oui, est-ce que ma proposition de valeur va être différenciante ou pas? Est-ce que je la différencie ou pas? Puisque est-ce que les attentes étaient déjà mises en place? Et donc ensuite tu vois toutes les conséquences sur ton business model. Mais partir du client, c'est d'abord la base et de ses attentes et de ses besoins, exprimés ou non exprimés. Puisque quand on parle de attente client, c'est souvent on prend en compte attente exprimée et non exprimée, puisque c'est ça la partie importante. C'est souvent ce qu'on voit pas, c'est la version non exprimée. Il y a beaucoup d'entreprises qui restent encore avec des services R&D où ils bougent pas très beaucoup voir les clients. Les startups changent cette donne-là où ils vont voir sur le terrain comment ça se passe et cette attente non exprimée, on peut la voir directement sur le terrain. C'est très difficile de demander à quelqu'un son attente comme ça simplement et la verbaliser, alors que c'est quelque chose parfois qui est plus subjective. Et donc c'est vraiment quelque chose où dans le persona, il faut rentrer là-dedans dans les vraies attentes non exprimées. Et c'est là où vous faites une différence. Donc, si je comprends ce que tu dis, si on part à partir du client et qu'on raisonne pour proposition de valeur, c'est en fonction de ça qu'on va finalement à d'autres. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Arnaud, William, Max? Ouais, Max? Ouais, je vais compléter par rapport à la question qui a été demandée en fait. Ça peut être aussi intéressant par rapport à la proposition de valeur, d'essayer de voir si cette proposition de valeur justement ne peut pas adresser d'autres clients, d'autres personas. Et à ce moment-là, on va, dans ce que tu as dit, c'est qu'éventuellement on peut se dire que est-ce que j'adresse par exemple les comités d'entreprise avec l'offre de vin ou pas? Et à ce moment-là, revenir sur ce que tu disais, après rechercher le besoin des CE pour voir s'il y avait une offre en la tordant, en la modifiant un peu, on ne peut pas étendre en fait les revenus sans être passé par une phase d'innovation qui est toujours un peu coûteuse. Voilà. Oui, non, mais c'est bien. Pourquoi je dis ça souvent, c'est que je veux toujours mettre le client au centre et dire jamais partez du client et ensuite vous regardez les conséquences. Parce que dans beaucoup d'entreprises, quand on les voit, on est toujours, on crée l'offre, on pense connaître le client, tout le monde dit qu'on connaît le client et on pousse l'offre vers le marché. C'est comme ça que les entreprises ont été faites depuis très longtemps. L'approche maintenant, elle est un peu différente. Je pars vraiment de mon client, je vais définir l'offre par rapport à mon client et donc je vais mettre mon business au regard de ce que et mon entreprise, mon organisation au regard de ce client-là. Et de plus en plus, vous voyez bien que le fait qu'on personnalise par les personas fait que la structure de coût va être complètement différente. Avant, on pouvait faire un produit pour 10 ans.
Donc, vous aviez un ROI important parce que vous pouvez vendre comme ça et donc vous étiez à l'aise. Maintenant, changer tous les 3 ans son offre de service ou de produit, ça devient un peu plus coûteux. Donc, il faut le prendre en compte, le fait que la variabilité de vos business va être de plus en plus importante. On parlait des points de contact, par exemple. Il y a des études maintenant qui montrent bien, hein, pour ceux qui disent croient pas encore au digital, mais de plus en plus, on est passé de 7-8 points de contact pour arriver à une commande à 12 points de contact maintenant. Donc, vous voyez un peu l'impact que ça peut avoir au niveau du coût commercial à mettre en place dans une structure et les évolutions que ça peut avoir, quoi. Donc, c'est à prendre en compte dès le départ de la structure des coûts, comme je disais. Oui, il y avait quelqu'un d'autre qui avait une question. Oui. Ouais, j'avais une question justement parce que tu parles du client qui doit être un peu au centre, au moins au départ de l'offre et de la façon dont on la construit. Si on a identifié plusieurs clients et que justement on a identifié aussi, autour d'un même type de service, plusieurs offres pour chacun de ces clients, est-ce que tu conseillerais de faire un business model Canva pour chaque client parce qu'il y a des choses qui sont potentiellement drastiquement différentes, ou essayer de tout compiler dans un même business model Canva, quitte à ce qu'ils soient un peu complexes. Alors, si je vais te donner une représentation, tu vois, par exemple, une entreprise qui ils sont peut-être pas forcément organisés comme ça, mais de plus en plus, on pourrait faire, si c'est vraiment très différent comme business model, oui, tu changes pas de business model parce que tu as toute l'organisation qui va avec, quoi. Si tu imagines une entreprise, je sais pas, une PME ou une ETI, ça pourrait être 3 branches d'activité qui seraient 3 business models différents, quoi. Donc, il y aurait bien 3 business models différents et plutôt la structure du groupe qui serait là pour l'avoir. Nous, par exemple, dans l'ancienne entreprise qu'on avait, on était maison et bâtiment. Ouais, on avait vraiment 2 business models parce que dans un, on était vraiment B2C, enfin, au moins c'était consommateur qui était final, et de l'autre côté, c'était plutôt tout ce qui est partie industrielle. Donc, vous voyez, on ne mélangeait pas les deux, même si on commençait à croiser les business models et on voyait qu'il y avait des très grandes opportunités et on voyait bien qu'à un moment donné, c'est où la limite. Parce qu'on était dans la maison connectée, vous avez vu que partir du produit, quand c'était produit, c'était évident qu'on séparait les deux. Quand on est arrivé au produit, aux usages, ça commence à être moins évident que le business model était séparé. Donc, le business model, il n'y a rien de figé, justement, il faut le travailler. Mais ça, c'est vrai qu'on a pendant très longtemps resté comme ça avec des business models parce que les marchés sont faits de certaines façons, les filières sont faites de certaines façons. On voit bien la filière agricole, la filière industrielle. Voilà, et tout ça, ça a été structuré pendant des années. Bah, maintenant, ça commence un peu à Amazon qui vendait des livres, fait des serveurs. Donc, vous voyez que ça change complètement la donne, quoi. Ça peut rien avoir. Et pourtant, c'était une opportunité. Pourquoi il est passé au serveur? Parce que à un moment, il faisait que des ventes à Noël, donc il faisait 75% de ses ventes à Noël. Et il s'est dit, mais mes serveurs, je vais en faire quoi de janvier à septembre? Bah, il s'est dit, je vais commencer à les vendre. Et c'est comme ça qu'il a commencé à créer Amazon et la plateforme Amazon. Voilà. J'ai un complément. Oui. Vas-y, je t'en prie. Pour répondre à la question, en fait, moi, ce que j'utilise, c'est de savoir si les ressources clés, les activités clés sont mutualisées, justement. Parce que si elles sont mutualisées, à ce moment-là, je vais utiliser le même business model, parce que la structure de coût va être la même, mais éventuellement, c'est ce que Bruno a montré avec Ryanair, c'est qu'à ce moment-là, on utilise des post-it de différentes couleurs pour voir ce qui est spécifique à un persona ou à une cible, et on va mettre d'une même couleur, éventuellement s'il y a 3 personas, toutes les ressources mutualisées qui partent aux 3, on va les employer avec une même couleur pour dire qu'une même ressource va être utilisée par les 3. Alors c'est un peu compliqué après pour faire la structure de coût pour pouvoir la répartir, mais au moins en vision globale, on est capable de montrer où est-ce qu'il peut y avoir justement des mutualisations qui permettraient de diminuer la structure de coût sans toucher à la source de revenus. Mais faites-le au départ et regardez, parce que là tu parles dans le cadre de la start-up par exemple, mais faites-le au départ et regardez après derrière si ça a un sens de séparer ou pas de séparer. C'est là où, parce que ça se construit au fur et à mesure, hein, c'est pas un one shot que vous allez faire ça
tout de suite. C'est de me montrer un petit peu et puis de regarder un petit peu, tiens, est-ce qu'il y a des mutualisations? C'est mutualisable? Pas du tout. Est-ce que c'est des mêmes types de partenariats? Est-ce que j'adresse les marchés de la même façon? Est-ce que j'ai des réseaux de distribution qui sont différents? Voilà, c'est des choses qui sont de plus en plus. Et quand on a des phases d'évolution, en plus dans les entreprises qui sont en pleine phase d'évolution entre le produit et le service, vous voyez bien qu'à un moment donné, le business model il évolue, mais alors et la structure de coût elle est complètement en train d'évoluer de mois en mois, quoi. Donc c'est ce que moi j'ai vécu. On est en train d'évoluer la structure de coût comme ça, du produit vers le service, quoi. Donc c'était quelque chose qui était assez intéressant à voir et à vivre. Barbara l'a vécu avec moi. Ce genre d'évolution, mais on était vraiment un business model qui évoluait de mois en mois, quoi. Donc Ouest France est en train de faire cette même démarche. Ouest France, qui est parti du papier et qui arrive au numérique, ils sont en train de faire toute cette évolution là et qui font que l'évolution de business model est en train d'arriver. Alors est-ce que c'est différent ou pas? Vous voyez, au départ, ils étaient complètement différenciés et de plus en plus en train de mutualiser les choses. Parce qu'au départ, le papier était encore à 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le numérique, c'était 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Bon, il laisse ça de côté au départ, et puis de plus en plus, c'est complètement intégré la stratégie. Ça peut rien avoir de dire je mélange, enfin je sépare. Maintenant, c'est l'information qui est importante. Et vous avez vu que Ouest France, ils sont en train de faire des offres de services complètement différentes. Ils se sont dit mais on a tellement de contenu derrière qu'ils sont en train de vendre ça aux entreprises. Et nous, ils sont venus nous voir, dire, bah, voilà, c'est même un outil de prospection pour nous dans les entreprises, puisqu'on a tellement d'informations qu'on vous donne des insights, des entreprises qui sont en train d'évoluer, des nouveaux patrons qui sont en train d'arriver. Et vous voyez, vous avez de la data qu'on est en train de vous vendre pour faire de la prospection commerciale. Vous imaginez Ouest France qui vous donne des outils pour la prospection commerciale par la data. C'est intéressant de voir un peu une évolution. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors, pour nous, ça veut dire que la frontière entre le service et le produit, elle est finalement assez infime. Ben, on évolue vers ça parce qu'on est en train de vouloir comment de plus en plus on arrive aux produits, services et usages. Il y a un exemple qui a été typique. Il y a quelqu'un qui a voulu créer ça. Si on interrogeait les gens quand vous achetez un lit, par exemple, un vendeur de lit va vous parler des 5 couches, et puis voilà, est-ce qu'il a mémoire de forme, pas mémoire de forme. Si je vous interrogeais réellement sur votre besoin, c'est quoi pour un lit? Peut-être bien dormir? Est-ce que vous répondez à cette question-là avec les nombres de couches ou je sais pas? Vous n'êtes pas dans cette approche-là. Eh ben, typiquement, il est en train de travailler là-dessus. Il a pas réussi à convaincre les fabricants de lits, mais d'arriver à l'usage qui est je veux bien dormir. C'était vraiment ça qu'il est en train d'aborder. C'est quelqu'un qui est mondialement connu, qui travaille là-dedans sur les innovations, mais il est bien arrivé à l'usage, c'est dire mais je veux bien dormir et c'est ça que je veux faire. Le reste, je m'en fous qu'il y a 3 couches ou 5 couches été hiver. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je veux bien dormir. Ok. Et ben, je te donne des solutions pour bien dormir. Et donc, ça arrive aussi à du service, parce que tu peux avoir aussi des solutions connectées qui vous permettraient de regarder si vous la qualité du sommeil. Est-ce qu'on pourrait améliorer la qualité de sommeil et amener du service sur la qualité de sommeil? On rendait compte que ce qu'on pourrait faire sur les lits. C'est pas encore le cas, vous voyez. Je vous donne une idée start-up là. Pour pouvoir amener dans ce qu'il lit. Oui, mais et l'usage, vous avez vu Michelin qui a mis 10 ans pour pouvoir faire cette évolution-là. C'est celle qui est vraiment arrivée à l'entreprise plateforme, de dire que je vends plus du pneu, mais après il s'est passé au service, mais vraiment à l'usage, c'est le kilomètre réellement parcouru. Donc pour une entreprise, c'est super intéressant. Je m'inquiète plus des camions qui sont arrêtés et du coût des immobilisations d'un camion à cause d'un pneu. Donc ce qu'ils ont vendu, ils ont vendu vraiment une valeur. C'est le fait que je peux avoir une vraie valeur là-dessus. Ouais. Il y a quelqu'un d'autre, oui? Question? Oui, dans cet exemple de pneus sur Michelin, j'ai aussi un autre exemple d'une entreprise, mais elle n'a pas franchi le pas, qui était partie aussi sur la même approche. C'est aussi dans le monde de l'automobile qui voulait vendre du kilomètre. Par contre, n'était pas considéré qu'elle n'avait pas encore les outils informatiques pour traiter les masses de données pour aller dans ce sens-là. Et donc, elle attend, c'est un projet qui est en réserve,
et qui sera déclenché à partir du moment où ils sont capables de capter les données qui vont permettre d'accompagner la transformation et de partir vers l'usage dans l'esprit de Michelin. Ouais, mais c'est un peu ça qui arrive. Et que vous voyez que quand Amazon travaille, on parlait des personas tout à l'heure, il y en a peu. Il semblerait on le connaît pas réellement, mais on pense qu'il y a plus de 250 personas derrière. Mais Amazon, quand on fait pour les startups où on fait une analyse de persona, on le fait à la main comme ça, et puis on regarde un petit peu les différents éléments. Mais eux, ils sont en train de le faire de moyens dynamiques. C'est pour ça qu'on dit que la data est importante. La connaissance du client par la data est importante. Et donc, vous pouvez remettre à jour votre vision des personas et de vos services au regard de ça. Et c'est ce qu'a fait Amazon. C'est pas Amazon n'a pas gagné parce qu'il a mis une solution e-commerce en place. Autrement, il serait concurrencé depuis très longtemps. Le fait que ce soit, que la concurrence ne puisse pas le rattraper, c'est de toute sa connaissance client. C'est ça qui fait le succès d'Amazon. C'est pas il y a un peu la livraison maintenant aussi de services, mais c'est pas la connaissance client qu'ils arrivent à ça, hein. Ils ont une vraie connaissance client et ils font que voilà, ça marche. Et c'est pas qu'une solution technique, mais la data, de plus en plus quand même avec le cloud, vous arrivez à le faire, hein. Quand moi on a travaillé avec Barbara dans l'entreprise, dans les solutions cloud, on est passé dans une solution produit, on travaillait par exemple sur SOWI EDF, ils avaient un projet. Le 8 juin, on avait besoin EDF nous dit Banco, on va avec vous. On a commencé à mettre une plateforme data et IoT en place, IoT, hein, donc c'est en plus connecté, en 4 mois, quoi. Donc vous voyez qu'il y a quand même des façons de faire différentes maintenant et plus faciles à mettre en place. Donc, je sais pas s'il y a d'autres questions. Autrement, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut clore la présentation. J'espère que ça vous a plu. C'était super. Bon, écoutez. Muriel. Tu devrais servir de la question que tu as fait comme outil quelques-uns. Je pense que ça peut être intéressant. Ouais. Tout à fait. Sur les réseaux, je ne sais pas, pour donner des exemples, quelques-uns des slides, ça va être de bons leviers. Ça coupe un peu, Muriel, mais je crois te comprendre. Je disais que les slides, quelques-uns des slides utilisés, peuvent servir de levier en termes de communication qui sont super bien faits. Ouais. En effet. Dominique, tu avais peut-être une question, c'est ça? Non, d'abord, déjà, je voulais te remercier parce que la présentation, je suis arrivé un petit peu en retard, mais je trouvais ça très bien. Et alors moi, dans mon cas, c'est un peu particulier parce que j'ai pas travaillé du tout de business model pour le moment, et je dirais quelque part que mon business est arrivé, j'ai ouvert les bras et c'est tombé. Donc moi, je prends les choses à l'envers, c'est-à-dire que c'est maintenant que j'ai besoin de faire des business models, c'est maintenant que j'ai besoin d'optimiser, c'est maintenant que j'ai besoin de comprendre de quoi je parle. Et donc d'où mon assiduité depuis mars 2020 à essayer de vous suivre tous les uns les autres là, à mon modeste niveau pour essayer de comprendre. Je comprends de mieux en mieux de quoi vous parlez quand vous utilisez des gros mots, des gros marketing. Mais voilà, je voulais surtout te remercier parce que ça permet de donner accès, de donner l'idée, de dire aux gens ça existe. Donc, à des gens comme moi, de dire attention, le marketing ça existe, le marketing digital ça existe. Et après, à celui qui veut de creuser un peu, mais voilà, je regrette un tout petit peu aujourd'hui que tous les organismes qui suivent des créateurs d'entreprises et qui sont censés accompagner soient aujourd'hui, je trouve, totalement à côté de la plaque là-dessus, parce qu'en fait, à part un budget prévisionnel qu'on réclame à corps et à cri, je trouve que l'accompagnement manque cruellement sur les 2-3 premières années, quoi. Et vous avez en plus, quand on voit un peu ce que les accompagnements, on revient à des anciennes méthodes où Muriel connaît, parce qu'elle est dans le même groupe que moi, stratégie, où on parle des 5 force porteurs qui ne parlent absolument pas du client. Donc c'est ce qu'on vous vend à la CCI encore. Donc les anciennes méthodes qu'ils ont plus de 70 ans, et on n'aborde pas ce genre de sujet. Donc ça dépend un petit peu des CCI, mais il y a encore des façons d'appréhender le business, où on fait un business plan. Moi, un business plan, c'est assez simple à faire au départ d'un business, hein, mais bon, faut un peu travailler le truc, quoi. Sur Excel, on peut faire des beaux chiffres, hein. Moi, je vais vous faire une boîte à 100 millions en 2 ans, hein, sur Excel. Chez les CPME,
Pardon? Pas penser à aller voir les CPME parce qu'ils sont demandeurs de gens comme ça qui ont du compétences et faire un webinaire auprès de leur réseau. Ouais, mais on l'a fait, nous, toutes les CPME ne sont pas aussi avancées. La CPME qui est la plus avancée dans ma région, c'est Loire-Atlantique. Et ils font par exemple une journée, enfin, on fait 3 jours des Digital Boost, on les appelle ça Digital Boost, où il y a des entreprises qui viennent candidater. Bah, c'est un peu comme le speedrun qu'on est en train de faire, Muriel, hein. Et on fait pendant 3 jours et on accompagne les entreprises dans toutes ces démarches-là, qu'on parle vraiment du marché, de machin, et puis on essaie en 3 jours d'arriver à une maquette, hein, vraiment même jusqu'à une maquette, pour accompagner les entreprises dans cette réflexion-là. Donc ça, c'est des choses gratuites qui sont faites et on appelle ça Digital Boost. Ça dépend un peu des CPME, hein. Il y en a qui sont dynamiques, ils ont beaucoup d'adhérents, il y en a d'autres qui sont peu. En Ille-et-Vilaine, il n'y a pas assez d'adhérents, donc ils font peu de choses. 44, oui. Je sais pas dans vos régions si vous voyez ça, mais ça dépend un peu des régions. Et les champs de métier? Ouais, enfin, on aborde, nous, on le fait, hein, on fait quelques présentations aussi là-dedans, hein, donc on essaie de les amener là-dedans. Il y a les OPCO qui sont en train de travailler là-dessus aussi, hein, donc les OPCO ont de plus en plus de prestations de conseils pour en amont des formations. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont en train d'évoluer. Mais ils abordent pas vraiment les sujets comme là où on est en train de faire avec le client au centre, le business model, un peu les nouvelles approches qu'on peut avoir, quoi. C'est pas encore ça. Je pense que par contre il y a des boulots pour une start-up dans les nouvelles technologies dans le Limousin, je pense, pour essayer d'amener un réseau internet correct et ne serait-ce que la voix. Je pense que un réseau RTC de bonne qualité, je pense, Muriel, qu'il va falloir que tu repasses au téléphone normal. Tu vois. Je t'entends rien, Dominique. T'as pas des problèmes de réseau, je t'entends pas, c'est tout haché. Bien vu, Muriel. Elle a de l'humour, Muriel. Je la reconnais. C'est bien. Heureusement. Ouais, c'est comme ça qu'on sait que c'est pas un fake derrière l'image. Exactement. Bon, mais moi, je vais réfléchir à. Je vais faire un post LinkedIn, je vais réfléchir pour voir ton activité, Bruno, parce que je trouve que ton truc est super, le business, on entend tellement parler. Et c'est souvent difficile de le partir en factuel et du pratique. Et maintenant, aujourd'hui, avec le distanciel, tu peux des trucs, avoir des clients. Ouais. Et oui, après, c'est dommage l'histoire des réseaux, pas des trucs dans les réseaux. Parce que le problème des réseaux qui sont régionalisés, départementaux, bon, ben, c'était une entreprise qui est sur le même bassin, c'est difficile. Ouais, mais c'est aussi la maturité un peu de toutes ces structures qui étaient filières avant et qui ont du mal à s'adapter à ces nouveaux modèles, hein. Ils ont pas comprendre le digital au niveau de l'administration publique et de toutes ces structures-là, ils sont encore loin, hein. Donc est-ce que tu as aussi été sur les branches métiers? Bah pareil, il y a les branches métiers, par exemple le BTP est en train de faire une grande évolution vers le digital, hein. Ça, est-ce que tu as pensé à aller à l'UMI? Non, pas encore. Enfin, on essaie déjà. Il y a pas mal enfin, quand on fait entre les OPCO, les CPME, les filières justement bâtiment, industrie et autres, il y a énormément quoi à aller voir et à convaincre. Alors, tu m'expliques des boulot en fait. Là, par exemple, je suis en train d'accompagner une boîte actuellement qui, elle, revoit tout son. J'ai jamais vu ça, une boîte de 20 millions d'euros travaille là-dedans. 95% de son système d'information, c'est du Excel. 20 millions d'euros, encore tout sur Excel. Et là, ils arrivent avec un LBO, donc quelqu'un qui finance l'entreprise, et forcément, là, ils ont plus le choix, ils passent sur le digital, quoi. Donc là, je suis en train de travailler là-dessus, comment les accompagner vers la transformation digitale de leur boîte, et surtout de le faire de façon itérative, parce que faire un big bang comme ça, il y a une mentalité, hein, les gens n'ont pas forcément fait encore le switch, un peu comme toi, Dominique, où tu as commencé à travailler là-dessus, et ça t'a permis maintenant de prendre conscience, et puis après,
de dire tiens, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres et que je suis en train d'aborder le sujet différemment, quoi. Et ça, c'est des phases de maturité dans la boîte où ils ont besoin de ça. Et donc, comment on prend en compte toutes ces phases de maturité, et donc pour que les boîtes puissent s'adapter à la vitesse où ils peuvent s'adapter. Mais moi, normalement, ce que j'ai retenu, quand même, c'est que, quel que soit le type d'entreprise, c'est un petit peu obligé annuellement de vérifier la pertinence de ton business model. Oui, parce que c'est de plus en plus variable, surtout si on est au niveau des consommateurs. Hein. Vous voyez bien que si on est au niveau des consommateurs, c'est encore... Et on voit bien que les évolutions au niveau des consommateurs sont de plus en plus rapides, les tendances sont de plus en plus rapides, et puis tout ce qu'on voit en B2C pour l'instant est en train d'arriver en B2B aussi. Parce que tout s'enchaîne et que, voilà, toutes les livraisons qu'on voit une journée, avant, dans le B2B, on pouvait accepter des livraisons aussi en B2B à 3 semaines, ça ne dérangeait personne. Mais ça finit par arriver aussi où le B2B demande aussi des évolutions dans des livraisons rapides et ça commence à impacter tout le business. Muriel, il y a une autre solution, je pensais à ça, mais l'autre solution pour toi, c'est le langage des signes. Je me disais, un bon brushing, une caméra et le langage des signes, et on va finir par bien suivre ce qui se passe dans le news. Zut, Dominique. Ah, je l'attendais, le zut, je l'attendais. Bon. Eh ben, écoutez, c'était Ok, très... je vais vous voir parce que moi, il y a un réseau de formateurs qui est sur Lorraine, qui est sur la Bretagne. Ouais. Donc, je vais les appeler sur le link, je vais faire un post pour toi. Ça marche, merci. Mais en plus, avec l'aide financière qui donnait aux entreprises avec le numérique, enfin, le truc pompeux de l'État, où c'est un petit peu la nébuleuse, les gens ils ont quand même beaucoup besoin d'accompagnement, l'intérêt ou pas, ça peut être aussi un levier pour toucher de nouveaux clients sur le digital. Ah oui, mais c'est des TPE, PME, quoi. Bah C'est oui. vraiment politique, mais ça suffit à faire du CA, quoi. Ouais, ils en ont besoin et l'opportunité des financements actuels, c'est une vraie opportunité pour les PME de prendre ces financements-là actuellement. Je pense pas que ça va continuer très très longtemps, quoi. Il y a un moment, le robinet va s'arrêter. Le robinet va s'arrêter, même s'il est destiné aux entreprises, et c'est une bonne chose, parce que ça revient dans l'économie. Mais oui, ça ne pourra pas durer. Ok. Bon, je vous souhaite une très bonne soirée en tout cas, puis merci de ces échanges qui étaient très sympathiques parce que c'est quand même beaucoup mieux quand on va interagir ensemble. Voilà, c'est quand même un peu plus sympathique, et puis de se poser des questions et puis un peu partager ses expériences. Et t'as prévu un replay de ton truc, ton client, il va revisionner? Ouais, on pourra. Je vous amènerai la doc si vous voulez la doc déjà pour. Non, mais ceux qui ne sont pas venus, par exemple. Ouais, on pourra le faire. Pas de problème. Bon, ok. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée en tout cas. Ouais, merci beaucoup. Allez, salut. Une petite masterclass en perspective. Ouais, ça marche. Pas de problème. On en fait. Ciao. Allez, ciao. Bonne soirée. Merci.